bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En ce jour de la Sainte-Geneviève, une neuvaine a débuté aujourd'hui à Paris avec une célébration présidée par le cardinal André XXIII, archevêque émérite de Paris. Nous entendrons le nouvel archevêque chaldéen de Mossoul en Irak, Monseigneur Michael Najim. Il s'exprime sur les défis qui l'attendent. Et puis retour avec un reportage sur la veillée de clôture des 41e journées européennes de Thésée. Elles ont eu lieu cette année à Madrid. En France, dans un contexte social toujours tendu, un grand débat national se tiendra à partir de la mi-janvier. Emmanuel Macron l'a annoncé lundi soir lors de ses vœux. Il écrira aux Français pour en préciser les contours, qu'en attendent deux éditorialistes de la presse chrétienne. On en parle dans notre dossier avec Antoine Marie, Isoard de Famille Chrétienne et Henrik Lindel de La Vie. Et on débute cette édition en Irak. La fin de l'année 2018 a été marquée par la visite du secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Il a notamment célébré la messe de Noël à Bagdad, dans la cathédrale de Saint-Joseph et dans la cathédrale syro-catholique. Il a également rencontré le Premier ministre et le président irakien. Dans ses différentes prises de parole, le cardinal Parolin a souligné la nécessité pour les chrétiens et les musulmans de collaborer pour la reconstruction de la société. Il les a appelés à éclairer les ténèbres de la peur et du non-sens. Le mal n'a pas le dernier mot dans l'histoire, a aussi rappelé le cardinal Parolin lors de son passage à Erbil dans le Kurdistan irakien. Toujours en Irak, à Mossoul, il y a un nouvel archevêque. Le 22 décembre, le synode des évêques chaldéens a élu le frère dominicain Michael Najib. Le pape François a consenti à cette élection. Le père Najib, vous vous souvenez, c'est lui qui avait sauvé des manuscrits des mains de Daesh. Le poste d'archevêque était vacant depuis la fuite de Mossoul d'environ 3000 chrétiens en 2014. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir une idée précise de leur nombre. Monseigneur Najib s'est confié sur les défis qui l'attendent. Ce retour vers Mossoul et vers la plaine de Ninive aujourd'hui, c'est lancer un nouveau projet de bâtir ensemble l'avenir de cette région. Cette région déchirée complètement par la violence. Mais aujourd'hui, nous voulons bâtir la confiance. Déjà la confiance entre les chrétiens eux-mêmes, la confiance chacun pour soi également, pour avoir confiance dans sa foi, dans son avenir, dans sa mission. Et aussi bâtir la confiance avec ses voisins musulmans qui sont là, et beaucoup d'entre eux en réalité ont beaucoup souffert également à cause de l'État islamique de Daesh. Ils ont refusé ce que Daesh a fait, et aujourd'hui je crois que c'est une leçon très très forte pour tous les chrétiens, pour tous les musulmans, pour tous les yézidis, que la souffrance et également la violence n'est pas une solution pour notre monde. La solution est vivre l'amour, vivre le pardon, et aussi casser le cercle de la violence par le pardon. Toujours à propos des chrétiens d'Orient, Charles Personnaz, magistrat à la Cour des comptes en France, a remis aujourd'hui un rapport au président français Emmanuel Macron pour la défense des chrétiens d'Orient, un rapport commandé par le président lui-même, avec un objectif, renforcer l'action de la France dans la protection du patrimoine du Moyen-Orient et le soutien au réseau éducatif des communautés chrétiennes de la région. La bonne politique au service de la paix, c'était le thème de la Journée mondiale pour la paix le 1er janvier. Depuis Paul VI en 1967, le pape adresse un message au chef d'État. Mardi, au balcon de la place Saint-Pierre, le Saint-Père a tenu à rappeler que la politique concernait tout le monde et pas seulement les responsables. Per questo il Santo Papa Paolo VI ha voluto che il 1° gennaio fosse la giornata mondiale della pace. E oggi noi celebriamo la 52esima, che ha per tema la buona politica e al servizio della pace. Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti. Tutti siamo responsabili della vita della città, del bene comune, e anche la politica è buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace. Et dans la nuit de lundi à mardi, la paix dans le monde était aussi au cœur des prières de milliers de jeunes qui participaient aux 41e rencontres européennes animées par la communauté de Thésée. Cette année, elles ont eu lieu à Madrid sur le thème de l'hospitalité. 15 000 jeunes, dont 800 Français, ont été accueillis par 150 paroisses. 4 jours de rencontres et de prières qui se sont terminés avec une veillée pour la paix organisée dans différents lieux, comme à la paroisse de la Santissima Trinidad où était Ophélie Marien.
Ce 31 décembre, juste avant minuit, les jeunes venus à Madrid aux rencontres de Thésée prient pour la paix. Une façon de passer le nouvel an un peu particulière, mais qui a du sens pour eux. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas la chance d'avoir la paix que nous on a, par exemple en Irak, au Moyen-Orient. Et donc c'est important de penser à d'autres personnes qu'à soi, surtout en cette période de Noël, des fêtes. Je pense que la paix est quelque chose dont nous avons vraiment besoin, mais pas seulement la paix dans le monde, aussi la paix en nous-mêmes. Et ça nous aidera à répandre la paix autour de nous. Sans paix intérieure, il ne pourrait pas y avoir de paix dans le monde. Donc c'est pour que chacun puisse trouver cette paix intérieure avec le Christ et la partager après chez soi et autour. Voilà. Ce que je retrouve à Thésée, c'est la paix, justement. Parce que dans la vie de tous les jours, on est pressé, on n'a pas forcément le temps de se poser. Alors qu'ici à Thésée, justement, on prend le temps de se poser, d'être en paix avec soi, avec les autres. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a à Thésée. C'est parce qu'on peut prier effectivement d'une prière intérieure, qui est personnelle. Et on peut aussi, avec cette communauté de Thésée, prier de façon universelle avec d'autres personnes, grâce à ces magnifiques chants. Après 4 jours de rencontres et de partage, chaque jeune peut rentrer chez lui avec un peu de cette paix trouvée à Madrid. Le prieur de Thésée Frères Aloïs a annoncé que la prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu en Pologne, dans la ville de Wrocław. Lundi, le Vatican a annoncé dans un court communiqué la démission de son porte-parole, Greg Burke, et de son adjointe Paloma Garcia Oveiro. Greg Burke était directeur de la salle de presse du Saint-Siège depuis août 2016. Paloma Garcia Oveiro est arrivée au même moment. 2 démissions qui interviennent dans un contexte de réforme de la communication vaticane voulue par le pape François. Greg Burke s'est exprimé sur les réseaux sociaux avec ces mots. En cette période de transition dans les canaux de communication du Vatican, nous pensons qu'il est mieux pour le Saint-Père qu'il se sente complètement libre pour constituer une nouvelle équipe. Le pape François a nommé directeur par intérim Alessandro Gisotti, jusqu'ici coordinateur des médias sociaux pour le dicaster de la communication. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Geneviève. En France, c'est la sainte patronne des gendarmes, du diocèse de Nanterre, mais aussi de la ville de Paris. Cet après-midi, le cardinal André XXIII, archevêque émérite de Paris, a ouvert une neuvaine avec une célébration en l'église Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e arrondissement de la capitale, en présence des reliques de Sainte Geneviève. 9 jours de prière pour la France, pour le monde politique, mais aussi pour raviver le souvenir de Sainte Geneviève. On prie principalement pour Paris et pour les Parisiens, puisque Sainte Geneviève s'est illustrée comme la personne qui a défendu et soutenu la ville de Paris dans une période particulièrement trouble et dangereuse, qui s'est manifestée comme une personne forte à laquelle on pouvait se référer. On a toujours besoin de prier pour Paris et pour les Parisiens, mais évidemment, à chaque époque, il y a ses misères et ses malheurs, et donc la prière évolue en fonction de l'évolution de la vie des gens. Évidemment qu'on ne prie pas aujourd'hui pour les Parisiens comme on priait pour les Parisiens dans les périodes de peste, par exemple. Bon. Dans les millions d'habitants de la capitale, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont besoin d'être soutenus intérieurement dans leur existence et qui ont besoin de savoir que ceux qui croient en la puissance de Dieu intercèdent pour eux. Les dominicains de 2 provinces françaises ont élu fin décembre leurs nouveaux prieurs provinciaux. Le frère Nicolas Tixier a été élu prieur provincial de la province de France. En plus des 2 tiers du nord de la France, il est à la tête d'une province qui compte 3 vicariats dans le monde arabe, en Scandinavie et en Afrique équatoriale. Et le frère Olivier de Saint-Martin a quant à lui été élu le 29 décembre prieur provincial de la province de Toulouse. Elle compte 160 frères dans le sud de la France, mais aussi à La Réunion et à Haïti. Actuellement, il est
le directeur général du pèlerinage du Rosaire. Il a été aussi prieur à Toulouse et également assistant du provincial. Et on poursuit avec la chronique du père Venard. Après une année 2018 difficile pour l'Église, il invite les chrétiens au courage pour cette nouvelle année. L'année 2018 n'a pas été une année facile, en tout cas pour l'actualité que nous suivons dans ce magazine à la source, l'actualité de l'Église. 2019 ne semble pas être beaucoup plus simple pour l'Église, d'abord avec cette grave crise qui déforme le visage de l'Église, la crise pédophile, et dès le début de l'année, le pape va réunir à Rome les cardinaux, les évêques de tous les continents pour aborder à nouveau cette très grave, très douloureuse question. L'autre aspect que je retiendrai de l'actualité passée et de celle qui vient tourne autour de la communication et de l'Église. On voit la fin de l'année se termine avec 2 démissions un peu fracassantes auprès du Saint-Père dans le domaine de la communication. Et l'on voit bien ici ou là les grandes difficultés que l'institution ecclésiale éprouve face aux réseaux sociaux, à ce nouveau continent que Benoît XVI nous invitait à évangéliser. Eh bien, peut-être pouvons-nous quand même former des vœux. Les vœux que je forme pour nous tous, chrétiens, ce sont des vœux de courage. L'une et l'autre de ces questions nous touchent directement. Le pape l'a dit, la pédophilie déforme le visage de l'Église et chacun d'entre nous, nous y prenons part d'une manière ou d'une autre. Alors, courage pour cette nouvelle année, par la prière, par le jeûne, par l'acceptation dans nos vies de mieux suivre le Christ et les commandements du Christ, nous devons participer à la purification de l'Église. Quant aux communications, aux réseaux sociaux, alors courage, allons dans ce monde à évangéliser. Oui, nous y prendrons des coups, cela est normal, mais trop de nos concitoyens sont plongés dans ce nouveau continent pour que nous n'ayons pas le souci de leur apporter ici aussi la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Merci Père Venard. Tout de suite, c'est la revue de presse. Le cardinal centrafricain Dieudonné Nzapalenga en une de famille chrétienne. Vous êtes allé à sa rencontre, Antoine-Marie Zohar. Écoutez, oui, j'ai eu le privilège de le suivre personnellement pendant une petite semaine au sud de la Centrafrique. Je lui ai demandé la possibilité d'aller à sa suite pendant une visite pastorale au sud du pays. C'est un homme très courageux, particulièrement étonnant. C'est le plus jeune cardinal au monde aujourd'hui, il a 51 ans. Et j'ai souhaité le faire connaître mieux pour les lecteurs de famille chrétienne et surtout connaître à travers lui la situation de ce pays, ravagé par la misère, par la violence. Vous savez que la Centrafrique a été entre autres touchée par une guerre civile en 2013 et elle s'en relève à peine. C'est un pays qui a un sous-sol extrêmement riche et paradoxalement, c'est le 2e pays le plus pauvre de la planète. Alors j'ai suivi le cardinal Nzapalenga dans son 4x4 en brousse. On faisait des heures et des heures de brousse pour aller de village en village dans le diocèse de Mbaïki, donc au sud du pays, le coin à peu près tranquille, pour tout dire, de la Centrafrique, mais où on sent quand même cette violence très très présente dans ce pays en proie à la misère. Des heures de piste pour prêcher, pour enseigner auprès des populations, et j'ai assisté à... J'ai eu l'impression, j'avais les larmes aux yeux à certains moments parce que j'avais l'impression qu'ils accueillaient le Christ, comme le Christ à Jérusalem. On lançait des pagnes sur le chemin du cardinal pour pas que ses pieds touchent le sol. Les femmes, les hommes, les enfants avaient hurlé et suivaient la voiture du cardinal. Et puis quand il était à pied dans les villages, il tenait bien haut des branches de palmiers. J'ai l'impression d'être à Jérusalem. Et puis j'ai écouté ce cardinal justement aider ces populations à relever la tête, parce qu'elles vivent avec moins d'1 euro par jour dans des conditions assez délicates. Et ben voilà, je vous le disais, ce pays est très riche parce qu'il y a du diamant et de l'or. On se souvient des fameux diamants de Bokassa il y a bien longtemps ici en France, mais c'est bien connu, trêve de plaisanterie, et malheureusement le pays est très pauvre. Et j'ai voulu connaître cette figure qui émerge en Afrique centrale du cardinal Dieudonné Nzapalenga. Merci Antoine-Marie. Une autre figure de l'Église en une de la vie, Andrea Riccardi, fondateur
de Sante, Egidio Henrik Lindel. Oui, tout à fait. Et Andrea Ricciardi, il connaît bien l'Afrique dont parle Antoine-Marie. Nous donnons aussi la parole à d'autres personnes illustres, comme le général Pierre de Villiers, qui est dans notre cahier central. Nous donnons aussi la parole à José Bové, qui nous explique que le dernier roman de Houellebecq est un très bon roman, donc aussi curieux que cela puisse vous paraître. Donc c'est un numéro particulièrement fort que je vous recommande. Merci beaucoup Henrik. Pellerin vous propose de découvrir les 19 grands rendez-vous qu'il ne faudra pas rater en 2019, comme la délicate révision des lois bioéthiques prévues en France en début d'année, les élections européennes le 26 mai prochain, ou encore le mois missionnaire extraordinaire voulu par le pape François en octobre, mais aussi le synode pour les peuples d'Amazonie, toujours en octobre. Qu'attendez-vous du protestantisme en ce début d'année? Réforme a posé la question à 20 interlocuteurs, comme l'historien François Hartog, qui invite à sortir d'un présentisme préjudiciable à notre société. Plusieurs pasteurs formulent également leurs vœux pour 2019. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Antoine-Marie, Henrik, ravi de vous retrouver. Nous nous étions déjà retrouvés ici pour parler des Gilets jaunes. C'était l'année dernière. Et puis, entre-temps, il y a eu les vœux du président Emmanuel Macron. Alors, peut-être qu'on va y revenir. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans ce climat tendu de cette parole du président de la République? Henrik. C'était des vœux très attendus. Toute parole du président est très attendue en ce moment. On se souvient, la dernière fois qu'il est intervenu, avant ses vœux, c'était le 10 décembre, où il a lâché beaucoup de lest. Il a été dans la compassion, dans la compréhension d'un mouvement qui effectivement le dépassait en fait. Emmanuel Macron, qu'on a retrouvé lors des vœux, le 31 décembre, était quelqu'un qui voulait plutôt restaurer l'ordre républicain. Qui s'est adressé indirectement aux Gilets jaunes. Il n'a jamais cité les Gilets jaunes directement, mais il a dit que les Gilets jaunes, il faut faire attention à ceux qui prennent pour prétexte de parler au nom du peuple et qui ne sont que les porte-voix d'une foule haineuse. Donc voici Emmanuel Macron qui est debout. Il n'est pas assis, il est debout. C'est un homme fort qui veut que désormais on avance et qu'on ne soit plus dans ce bourbier. Antoine-Marie. Effectivement, j'ai la même analyse qu'Henrik. Évidemment, c'est le gap, la différence très forte entre le Emmanuel Macron du 10 décembre, qui d'ailleurs, de mémoire, dans ce bureau mal éclairé, une déclaration assez rapide pour effectivement lâcher 10 milliards d'aide aux plus en difficulté, la question du SMIC, la question des retraites, donc, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que le 10 décembre, le président cède à la violence. Malgré tout, avait-il d'autres choix que de céder à la violence? La violence a continué. Les Gilets jaunes, dont évidemment le combat est très légitime, ne sont pas les casseurs, mais parfois ça s'est mélangé. Et on voit à ces jours-ci, et encore aujourd'hui d'ailleurs avec l'arrestation d'Éric Drouet, qu'il y a parfois un mélange entre le gilet jaune qui est au rond-point et qui visiblement de façon assez sympa, bonhomme, a manifesté, avait des requêtes pour un mieux vivre, et puis le gilet jaune qui est déjà plus violent et qui est dans la revendication plus violente. Moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est de souhaiter une bonne année à M. Macron. J'ai envie de lui souhaiter bonne année à mon tour, puisqu'il nous a souhaité bonne année pendant 16 à 17 minutes, ce qui n'est pas peu. D'ailleurs, je m'inquiète déjà de la lettre qu'il va écrire à tous les Français, mais je ne voudrais pas qu'elle fasse 10 pages, parce qu'il est très bavard, notre président de la République. Et parfois, tout le monde ne le comprend pas, c'est un autre problème. Mais je voulais lui souhaiter une bonne année, parce qu'on se souvient quand même, en regardant dans le rétroviseur, qu'on vient de vivre 6 mois apocalyptique. C'est Nicolas Hulot qui claque la porte. C'est l'un des proches, des proches des plus fidèles de Macron, Monsieur Collomb, qui s'en va. Là, c'est Sylvain Faure, effectivement, là, ces dernières heures. Et puis, c'est l'affaire Benalla, avec quand même une relation assez trouble entre le président et cet homme des services de sécurité. Et puis, c'est toute la crise des Gilets jaunes avec la violence. Donc, on lui souhaite effectivement une bonne année. À voir maintenant comment ça va se passer. Je crois que c'est le débat qu'on est en train d'avoir. Henrik, vous vouliez ajouter? Non, il formule 3 vœux, dont le premier est vérité. Bon, les 2 autres, c'est dignité et espoir. C'est très chrétien, quand même. Mais vérité. Donc, tout de suite, on se souvient donc de l'affaire Benalla qui n'est pas finie. Est-ce que toute la vérité a été dite? Que dit Macron, concrètement? Le 10 décembre, on a dit qu'il a lâché de l'Est. Vous dites, Antoine-Marie, qu'il a un peu trop donné, sans exiger rien en retour. Okay. Ouais.
pourquoi pas 10 milliards, ce qui n'est pas rien. Mais qu'est-ce qu'il dit cette fois-ci? Moi, je retrouve pas grand-chose de concret, comme on dit. Il annonce effectivement le début du grand débat national qui va démarrer dans 2 semaines. On va parler notamment de la justice fiscale, c'est le mot qu'il emploie. On va parler de justement comment on restaure la dignité, c'est-à-dire comment on rend justice à tous ces gens qui se sentent lésés. Moi, je regrette quand même dans ce discours le manque de concret, en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas juste faire comme si maintenant on reprend, l'ordre reprend, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez discuter, il suffit de s'écouter mutuellement. Est-ce qu'Emmanuel Macron lui-même, est-ce qu'il est dans l'écoute quand il qualifie de foule haineuse ces gilets jaunes? Moi, je pense qu'on est toujours en attente, en fait, d'une parole qui nous permet vraiment d'avancer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avancer avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Hendrik souligne un peu une déconnexion, vous le rejoignez? Ouais, 2 choses. Moi, je vous rejoins. Enfin, quand Emmanuel Macron dit « l'ordre républicain sera assuré sans complaisance », moi, j'applaudis des 2 mains et des 2 pieds. C'est-à-dire que je dis « enfin ». On affirme la nécessité de maintenir l'ordre, et en plus il évoque le travail des pompiers, des policiers, des gendarmes, etc. et jusqu'au personnel soignant. Très bien. Et je pense que le président ne pouvait pas faire autrement, et il a bien fait de le faire. Maintenant, je suis assez inquiet, moi aussi. A-t-il entendu la colère monter? Donc la réponse, effectivement, c'est le grand débat national. Moi, je crains juste que le grand débat national n'ait que de débat. Le nom, comme on a eu des états généraux sur la bioéthique. Ouais. Je ne vais pas revenir trop là-dessus, on en a parlé des mois durant. Si c'est pour arriver à un résultat qui de toute façon est écrit, et puis que veut dire le grand débat national? Alors on va parler de fiscalité, on va parler d'organisation de l'État, on va parler transition écologique et démocratie, citoyenneté. J'ai peur que ce soit un grand, pardonnez-moi l'expression sur KTO, foutoir national, et qu'on n'en ressorte pas grand-chose, qu'on en accouche d'une souris, et que finalement, la déconnexion reste la même entre le peuple et les dirigeants. Alors Emmanuel Macron a beau nous dire cette phrase extraordinaire, « J'ai grandi en province ». Je connais ces régions perturbées. C'est assez surprenant, c'est de la com, c'est beaucoup de com. On peut aussi envisager une autre hypothèse qui est tout simplement celle où Emmanuel Macron s'adresse à son propre électorat. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron représente quand même quelques Français. Et aussi curieux que cela puisse paraître, il est assez populaire chez les siens, si on peut dire. Il reste dans les sondages, en ce qui concerne à la fois La République En Marche et lui-même, il est à 25%, ou même à 30% selon certains sondages. Donc il y a on va dire une majorité de Français qui le désapprouvent, mais il y a quand même une forte minorité qui l'approuve toujours. Et moi, j'ai l'impression, ça c'est mon point de vue tout à fait personnel, on a d'ailleurs fait aussi le point, je dois dire, entre nous à la vie, avant que j'intervienne ici, et pour dire, finalement, Macron, il est dans ses propres contradictions. Il voulait s'adresser au peuple. Et le peuple, pour ainsi dire, a répondu. Et du coup, il a besoin maintenant d'avoir les siens, son propre électorat, les gens qui étaient proches de lui, etc. Et il a besoin d'eux plus que jamais. Et ce discours, qui est quand même un discours, je trouve, à mon avis, un peu von oben, comme on dit en allemand, c'est-à-dire un peu au-dessus de tout, un peu hors sol finalement. Il n'est pas du tout dans le concret, mais ça parle beaucoup à ses électeurs. Je pense par ailleurs qu'il faut le soutenir dans toutes ses bonnes intentions de rétablir l'ordre, etc., mais on manque de concret. Antoine Marie. Moi, ce qui m'étonne, mais je reste sur cette dernière phrase, on manque de concret, ce qui m'étonne, c'est que ces marcheurs, souvenons-nous, pendant la campagne, ce sont ceux qui ont justement marché pour Emmanuel Macron et qui étaient censés marcher sur le territoire, c'est-à-dire rencontrer le peuple et donc faire remonter. On était déjà dans cette démocratie participative. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce ne sont pas des gens du peuple, ce sont des gens de la Startup Nation, ce sont des gens à qui tout réussit peut-être en partie, ou qui sont déjà... Ça voudrait dire que c'est inquiétant, la politique corrompt ou à peu près tout, et que finalement, ils sont déjà dans le bain politique, et déjà, ils ne sont plus avec le peuple. Alors, la chance éventuellement du grand débat national, et ça, moi, je crois qu'on peut au moins retenir ça, c'est qu'elle va faire redonner un peu ces lettres de noblesse, ou leurs lettres de noblesse aux élus locaux.
Et il faudrait que les élus locaux, les maires, dont on sait qu'ils jouissent de la plus grande confiance encore aujourd'hui parmi les Français, les maires, les députés, puissent, eux, entendre effectivement la voix des Français, de quelque couleur qu'ils soient. Et ça, je pense que c'est au moins ça qu'on peut retenir comme axe politique et réussi, ou du moins comme axe de réussite, en tout cas. Un dernier mot pour conclure, il nous reste quelques Effectivement, secondes. dernier aspect, il reparle aussi de l'Europe dans ce long discours, et il parle d'un projet renouvelé pour l'Europe. Effectivement, son projet à lui n'a pas tellement marché l'année passée. Au contraire, c'est même Bérésina. Hein. Et donc, il reparle maintenant de l'Europe, d'un projet renouvelé. On ne sait pas ce que ça veut dire. Il a dit que dans quelques semaines, il précisera cela. Mais il rappelle quand même qu'il y a des élections européennes en mai prochain, et qui vont être absolument capitales pour la direction de l'Europe. Merci beaucoup Henrik, merci beaucoup Antoine-Marie d'avoir partagé vos points de vue sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une sainte et belle année 2019. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.